bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre pour ce témoignage effectivement de la société Rabouin, qui est donc spécialisée dans le transport de véhicules et qui a innové récemment en lançant justement sa start-up spécialisée dans la livraison de colis entre particuliers, qu'on appelle aussi le covoiturage de colis. Donc peut-être avant de commencer, un petit tour de table. On peut commencer par ici. Comme ça, directement, ouais. Normalement, oui. Vous m'entendez ou pas ? Oui. Ah oui, ok, excusez-moi. Oui, donc Amandine Tomré, responsable marketing et communication pour les transports Rabouin et les autres sociétés du groupe de la holding familiale Rabouin. Donc j'accompagne Eric dans le développement de la visibilité digitale, notamment des entreprises du groupe. Si, très bien. Il faut juste se rapprocher un tout petit peu. Oui, ben là je parle dedans, mais je pense pas qu'il marche. Oui, bonjour à tous. Je suis Eric Rabouin, donc PDG de la holding familiale Rabouin, une holding qui chapeaute différentes structures, essentiellement basées dans la logistique et le transport automobile, et aussi dans le digital, avec cette application collaborative Way2Me. On va parler tout à l'heure. Bonjour à tous, Wolfgang Le Goff, je suis associé au sein du cabinet KPMG et je suis en charge des activités de conseil pour la région Ouest. Donc c'est une équipe dans son ensemble qui représente 50 personnes. Très bien, merci. Alors, avant de commencer, on va commencer par le commencement. Peut-être je vais prendre votre micro parce que je ne suis pas sûre qu'on m'entend bien. Et donc, j'aimerais, pour commencer, constituer un petit peu le début de cette innovation justement de Way2Me. Quel est le point de départ du lancement de cette start-up voilà, qu'est-ce qui vous prend le jour où vous lancez Way2Me? Oui, tout est né il y a à peu près 6 ans. En 2015, je faisais un stage avec mes homologues transporteurs à Bruxelles. Et déjà, il était question des nouvelles formes d'arrivée des plateformes numériques. À l'époque, c'était uniquement du commissionnage de transport, mais c'était déjà des plateformes essentiellement destinées aux professionnels. Mais on voyait arriver un peu leur puissance sur le marché. Et m'est venue l'idée, à un moment donné, de dire pourquoi pas moi, pourquoi pas nous. Et là, 2 idées se sont proposées à moi, enfin sont venues, à la fois de digitaliser notre métier et aussi une idée de transport de colis. Et donc, elle a mûri. Au fur et à mesure qu'elle mûrissait, je me suis dit, autant aller plus loin, pas faire d'une simple plateforme d'échange, de mise en relation de particuliers avec des professionnels, mais faire une plateforme dite collaborative. À l'époque, il y avait donc Blablacar qui démarrait. Et je me suis dit, pourquoi pas aller jusque-là? Pourquoi pas faire dans le collaboratif, puisque c'est quelque chose qui va croître, c'est quelque chose d'intéressant, qui correspond à mes valeurs. Et voilà, donc je me suis dit, autant prendre, comme on dit, le train en marche, plutôt que de le regarder passer. Merci Eric. Alors justement, vous observez un petit peu l'avènement de l'économie collaborative sur le numérique. Vous vous dites, on lance du coup ce nouveau service. Est-ce que peut-être, Amandine, vous pourriez nous en dire plus, nous présenter en fait Way2Me, l'offre, en quoi consiste cette solution? Tout à fait. Alors donc c'est une plateforme collaborative qui met en relation des particuliers qui d'un côté ont besoin d'envoyer ou de recevoir des objets ou des colis, d'un autre côté des particuliers qui peuvent transporter ces colis sur leur trajet et de ce fait recevoir une rétribution en échange. Donc c'est un moyen pour eux d'amortir une partie de leurs frais de déplacement. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu du covoiturage de colis. Ça fonctionne sur le même principe. Très bien. Et alors, au moment où vous lancez justement ce projet, on pourrait se dire finalement, vous partez avec une équipe en interne, vous créez vous vous lancez dans de l'intrapreneuriat, et finalement, vous faites le choix, Eric, de partir d'une feuille blanche. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette organisation au départ du projet? Oui, c'est exact. Alors, à la base, nous avions déjà des collaborateurs avec lesquels nous travaillons sur la visibilité digitale du groupe et des entreprises. C'était important, on a vite compris que, surtout que nous, on avait un métier dont l'activité est essentiellement en France et en limitrophe, on a bien compris qu'à un moment donné, avec l'arrivée de Google,
il fallait avoir cette visibilité digitale et que les futurs utilisateurs, futurs clients, à un moment donné, allaient utiliser des moyens de recherche différents que le Minitel, les pages jaunes à l'époque. Et donc, il était important de s'adapter à leur mode de recherche. Et donc, déjà, on avait commencé à travailler avec certains collaborateurs pour augmenter la visibilité digitale de nos entreprises. Donc, on a décidé, avec ces collaborateurs, de chercher d'autres, entre guillemets, d'autres personnes, mais surtout pas issues directement de l'entreprise. On a vraiment décidé d'avoir une multitude de collaborateurs issus de différents environnements, avec des idées différentes, et tout ça pour avoir une opinion, enfin trouver un produit qui soit vraiment, du point de vue de l'utilisateur, le plus facile possible, et pas avec des freins métiers. Voilà. Et donc en fait, finalement, cette réflexion, elle part de l'idée de ne pas se freiner, de ne pas se mettre trop d'obstacles et de quelque part partir de quelque chose de complètement vierge presque. Wolfgang, est-ce que cette technique, cette façon justement de partir de zéro presque pour innover en interne, est-ce que c'est quelque chose de courant? Comment, en tant qu'expert KPMG, est-ce que tu analyses ça? Alors, je trouve qu'il y a plusieurs points clés très ancrés qui font dire que le projet est bien né. Donc effectivement, vous partez d'une feuille blanche sur la structuration de l'équipe, sur les outils. Par contre, il y a 2 points moi, que je retiens et qui me paraissent déterminants dans le succès. Le premier, c'est que vous le portez, ce projet. Donc le fait que la direction porte ce projet comme un projet d'entreprise et pas un projet purement digital, je pense que c'est déjà quelque chose de très important. Et puis le deuxième point, et vous venez de le dire, c'est que c'est un projet qui est ancré autour des préoccupations métiers. Et là, en l'occurrence, sur tous les projets qu'on voit émerger aujourd'hui, la centricité client, c'est un facteur clé de succès. Et je crois que vous êtes allé chercher là une réponse à un besoin client. Donc c'est quelque chose qui est très centré, très ancré autour du client et qui se veut aussi simple, une réponse simple à un besoin du quotidien. Donc je pense qu'il y a au moins 2 facteurs clés de succès. Voilà. Qui vont au-delà de la pure feuille blanche. Alors, une fois qu'on part de cette feuille blanche et qu'on se dit que voilà, on innove en allant chercher justement à l'extérieur aussi ces ressources, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la façon dont vous avez justement structuré l'écosystème de Way2Me et peut-être en commençant par l'interne? Oui, c'est l'équipe que vous avez construite, c'est plutôt... Oui. Alors, oui. Effectivement, Amandine fait partie des premières ressources justement que vous êtes allé chercher. Oui, tout à fait. Alors, à l'origine du projet, Amandine n'était pas encore là. Elle est arrivée en 2017. Donc, on s'est entouré de Ludovic Launay, qui a été le coordinateur. Et ensuite, Amandine, on verra tout à l'heure là, lui a succédé, Stéphane Lederf de l'agence Labelcom, donc une agence de communication, de la société Warmbeek, de la société de développement, et puis de Sylvain Ferré, donc je ne me rappelle plus le nom de l'entreprise, je ne l'ai plus, Incognitivo, et qui était chargé du design de tout ce qui est l'environnement graphique. Voilà, donc ça faisait une équipe de 5 personnes. Et donc on a vraiment beaucoup débattu, et notamment on a échangé plusieurs idées, et surtout on hésitait par exemple sur le fait que notre produit allait plutôt utiliser sur de la courte ou longue distance, beaucoup de questions comme ça, et en se disant est-ce que par exemple on va devoir faire appel à des professionnels de transport, ou à un moment donné ça va être des particuliers. Moi j'étais vraiment sur l'idée de dire on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire comme j'ai vu sur d'autres plateformes, d'aller uniquement à un moment donné parce que ça ne matche pas ou ça ne marche pas. On va essayer de s'entourer à un moment donné de transporteurs, même aller les payer, entre guillemets, les subventionner pour amorcer le système. Oui, alors je pense que pour bien qu'on comprenne, effectivement, en fait, quand vous lancez Way2Me, c'est vrai que la société Rabouin, elle s'adresse avant tout aux professionnels, donc aux véhicules. Donc vous êtes vraiment sur le transport de véhicules pour les professionnels. Et finalement, avec Way2Me, vous innovez aussi par rapport à la cible finalement que vous allez chercher, où finalement cette solution, très rapidement, elle s'oriente comme une solution entre particuliers à destination du particulier, qui est à ce moment-là, Eric, si je ne me trompe pas, une cible qui est plutôt malmenée. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus un petit peu sur ce changement un peu de paradigme et comment vous avez abordé le fait de passer d'un format B2B à un format B2C? Oui, tout à fait. De manière générale, lorsqu'un particulier cherche une offre de transport,
s'il s'adresse à un transporteur directement, il va avoir du mal entre guillemets, à trouver le transporteur adéquat parce que chacun a sa façon, a son process. Et on va dire que le particulier rentre difficilement dans son process, et notamment pour des questions de temps, de timing, d'explication, de conditions juridiques, de moyens de paiement, de lieux d'enlèvement, de lieux de livraison. Il y a énormément de temps à passer, d'explications. Et puis souvent, parce que le produit va être volumineux, le transport ne va pas savoir comment l'emballer, comment le transporter. Même si c'est son métier, ça ne va pas s'enchaîner dans une chaîne. Ça va être quelque chose de contraignant pour lui. Donc quelque part, s'il a vraiment envie, s'il a l'énergie, du temps, quelque part, il va dire « Ok, je peux le faire ». Mais il va prendre un risque parce qu'après, derrière, le particulier va dire bah oui, mais moi, on avait convenu que ce soit là, etc. Donc, c'est beaucoup de contraintes. Mais par contre, je sais que voilà, je suis persuadé qu'il y avait un marché, puisqu'au sein des transports à banc, on avait des clients particuliers. Et comme je vous le disais, à un moment donné, lorsqu'on était en période basse, on se rendait compte qu'il représentait quand même un certain nombre de chiffres d'affaires. Et partant de là, je me suis dit, il y a quand même une opportunité. Alors justement, en interne, avec ces nouvelles ressources, vous disiez justement Amandine, qui arrivait, je crois, à peu près 2 ans après la naissance de l'idée en 2015. Alors vous faites appel à des partenaires, vous lancez finalement une V1 de ce projet de Way2Me. Comment se présente cette V1 et finalement, est-ce que vous pourriez nous raconter justement le premier lancement de Way2Me, puisque depuis, la solution a pas mal évolué? Avant même le premier lancement, on a dû faire face à une difficulté puisque la société de développement qui accompagnait le projet a dû malheureusement cesser son activité. Oui. Et donc, avant même que j'arrive dans le projet, dans la société, Eric et l'équipe ont dû retrouver un nouveau prestataire. Oui, et on reviendra justement sur cet obstacle et comment est-ce que ça a justement complexifié le projet, comme dans souvent toute aventure d'innovation. C'est ça. Et donc, la première plateforme, elle avait été pensée peut-être un peu trop desktop, donc pour ordinateur, alors qu'Eric voulait absolument une plateforme mobile. Donc effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, un problème de fonctionnement, un problème dans le parcours aussi utilisateur. Et donc on avait une plateforme fonctionnelle, mais pas optimale dans son fonctionnement. Et malgré tout, à ce moment-là, vous faites le choix de la lancer. Exactement. Qu'est-ce qui justement, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là vous dites bon bah ok, elle n'est pas parfaite cette version, elle correspond peut-être pas à ce qu'on avait imaginé, mais malgré tout on va au bout du projet et on le met en ligne. Effectivement, on a fait ce choix-là, déjà parce qu'il y avait aussi un peu d'argent d'investi et on voulait se confronter aussi au retour utilisateur, à l'expérience utilisateur. On voulait savoir comment les utilisateurs allaient interagir sur la plateforme, même si nous, on avait décelé parce qu'on avait fait avant la mise en ligne un user testing, un test d'utilisabilité, et on avait déjà décelé des problématiques. Et on s'est dit, on met quand même en ligne sans volontairement communiquer sur cette mise en ligne-là, et on va observer ce qui se passe et on va en tirer des leçons. C'est ça, et vous nous disiez finalement quand on préparait ce témoignage que il y avait effectivement eu le point positif de retour d'enseignement, comprendre comment les gens s'emparaient de la solution, mais qu'il y avait eu aussi quelque part une petite opportunité pour la concurrence de vous observer. Exactement, vu qu'on a mis en ligne pendant presque 1 an et demi cette V1, on avait sorti une idée assez novatrice qui était de pouvoir négocier le prix d'une livraison entre le livreur et l'expéditeur. Et on s'est rendu compte effectivement que le concurrent numéro 1, celui qui est en place depuis déjà quelques années, a repris cette idée-là sur l'application mobile qu'ils ont sortie l'année dernière. Donc, à la fois, confirmation de votre bonne idée, mais voilà. C'est ça, c'est flatteur. Mais... Oui, c'est ça, exactement. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, dans l'histoire de Way2Me, c'est que dans cette volonté d'innover, vous avez toujours, Eric, voulu garder le cap des valeurs du projet, garder un cap éthique. Vous en parliez tout à l'heure. Finalement, c'est vrai que ça aurait pu être plus facile pour vous de vous adresser peut-être à des transporteurs, d'aller sur ce type de modèle. Et dès le départ, quand on échangeait justement, vous nous disiez j'avais pas envie d'aller dans un modèle Uber Eats, j'avais envie de garder les valeurs du projet. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces valeurs justement et comment est-ce qu'on fait pour les préserver tout au long du projet? Oui, tout à fait. Justement, ça répond à lorsque justement on a regardé un petit peu
On l'a mis en ligne. On a vu par exemple certains particuliers, qu'on pensait être particuliers, en fait, qui étaient sans doute des livreurs professionnels ou des gens qui en devenir et qui nous disaient comment je deviens salarié de votre société. Donc là, on leur a répondu, c'était non, désolé, il faut vous inscrire, vous répondre aux annonces, mais voilà, vous n'êtes pas salarié de la société, il n'y a pas de salariat. Vous devez, entre guillemets, le but c'est d'apporter une aide. Mais par contre, attention, il y a des limites gouvernementales en termes de montant, de nombre de transactions et surtout des déclaratifs. Alors on était un peu en avance à l'époque, et puis depuis la loi est venue d'ailleurs encore apporter de nouvelles précisions et rétrécir un peu le champ. Pour revenir sur ces valeurs, oui, ça allait aussi, notamment dans le site, où on disait, au départ, dans les premières idées, donc le prix le moins cher va s'afficher en haut, des choses comme ça. Et j'ai dit non, c'est pas ça. Je voulais mettre en avant le profil, le fait que les gens vont faire appel à quelqu'un qui ait des notations, des j'aime, pour, entre guillemets, alors on n'est pas allé encore au bout de toutes ces idées, parce que ça amenait des coûts financiers supplémentaires, mais c'est des idées pour la V3, parce que mon idée était vraiment de faire une vraie communauté de partage. Et donc, c'est vraiment la collectivité, et ça correspond à une autre philosophie, c'est-à-dire que le fait de vouloir rendre service, donc forcément, il y a un coût, mais le coût ne correspond pas à un coût économique. Et en ça, il faut le comprendre. Alors soit, à ce moment-là, on fait de la subvention à tout prix, on lance ça, et puis on se dit, à ce moment-là, des gens qui, le moins du moins, vont faire cette opération-là. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif est vraiment de se dire, des gens font des trajets réguliers. Donc c'est pour ça, plus on en inscrit, mieux c'est. Et ces utilisateurs-là, parfois peuvent déposer des annonces, voilà, les annonceurs, et c'est ceux-là qui vont payer. Et parfois aussi vont aller chez quelqu'un, faire un détour léger, prendre un colis, prendre un médicament, prendre quelque chose, alors que ce soit autorisé bien sûr, et ensuite aller le livrer à la personne. Voilà. C'est-à-dire que la personne ne peut pas, est confrontée, n'a pas envie, c'est différents aspects, mais avec une notion de je rends service, je monte à l'étage, je laisse le colis devant la porte. C'est vraiment, et donc dès cet échange de prix, c'est-à-dire voilà, combien tu me donnes. Et donc c'était pour ça, il était important. Il y a, on le verra tout à l'heure, un fil conducteur, un fil de discussion, et en fait naît une relation, une amitié, et donc qui fait que la personne va prendre plaisir à les rendre service. Voilà. D'ailleurs, on s'est posé la question, oui, mais alors à un moment donné, si elle rend service, elle va avoir son numéro de téléphone, elle passera plus par nous. Je dis, oui, c'est pas grave. Au moins, ça sera gagné. Le projet, ça a gagné. Ouais. Parce que l'objectif n'est pas de gagner plus, c'est que notre application soit utilisée, qu'elle rende service. Et qu'elle crée du lien social. Voilà. Alors, en dépit des valeurs justement que vous aviez mis dans ce projet, de la confiance qu'il y a du dirigeant, il y a quand même, comme souvent, des obstacles, des difficultés que vous avez rencontrées, sachant que effectivement, la première, c'est la déconvenue que vous avez eue avec un des partenaires. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus et comment on réagit, comment est-ce qu'on rebondit dans ce type de situation ? Oui, alors c'est des choses qu'on ne voit pas forcément venir. À un moment donné, on devrait parfois étudier la stabilité financière de ses partenaires. Et là, j'avoue qu'on ne l'a pas fait. Et puis, donc très rapidement, au fur et à mesure des maquettes et des tests, on s'est rendu compte que derrière, il manquait quelque chose. Donc on a voulu commencer à creuser, à tester ce qu'il y avait derrière. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la personne, à un moment donné, était défaillante. Et puis elle a déposé le bilan. Elle a déposé le bilan en plein milieu du projet, alors même qu'effectivement, cette société avait déjà développé une bonne partie finalement de la solution. Tout à fait. Donc du coup, on s'est mis avec l'ensemble des autres partenaires, et puis donc Amandine qui est arrivée à ce moment-là, à la recherche d'un autre prestataire. Donc, qui est Guillaume de Poncet de Neupape, qui nous a été amené par l'agence Neupape. Voilà, qui nous a été amené par Ludovic Launay à l'époque, qui le connaissait bien. Donc, vous voyez, donc c'est important ce fameux réseau de confiance parce que on voit bien qu'on peut échanger, on gagne du temps, et notamment sur la partie même financière, sur la partie développement, sur les échanges, c'est très important, et puis surtout sur la réactivité. Wolfgang, peut-être un commentaire là-dessus sur ce type de... Oui, absolument. Ce qu'on sait dans tous les projets de transformation digitaux, c'est que le principal frein à la réussite de ces projets, c'est l'humain. C'est l'humain sur la dimension compétences. Ouais. Donc, vous l'avez souligné, ça veut dire qu'il faut savoir avancer dans le temps en se créant un écosystème de partenaires, puisque en fait, c'est très ancré dans les valeurs que vous soulignez aussi. Et puis, de bien sélectionner effectivement les gens avec qui on travaille, les partenaires. À la fois sur la santé économique, à la fois sur la santé économique et également sur les références. Il ne faut pas hésiter effectivement
effectivement à demander des références, à échanger avec des pairs sur les réalisations. C'est un sujet qui est clé en ce moment, puisqu'en fait, on est dans une période de raréfaction des ressources. Donc, il faut être vraiment très vigilant à les sélectionner. Et puis, le deuxième point, c'est que les ressources sont rares en interne, en externe, donc il y a une vraie nécessité de construire une feuille de route. Là, ça va très vite, 2015-2018 pour la V1, et ensuite un schéma d'accélération pour la suite, donc de co-construire un planning et de se fixer des engagements sur le niveau de service et puis sur les délais. Et alors, comment est-ce qu'on réagit à ça à partir du moment où effectivement une partie de la solution est déjà développée? Qu'est-ce qu'on fait? On doit mettre à la poubelle quelque part tout ce travail, on repart d'une feuille blanche. Voilà, comment vous avez rebondi avec justement cette société qui était au cœur de la solution? Alors, quand on a du coup rencontré Guillaume de Poncé, la société Neupap, on s'est dit qu'on ne voulait pas perdre plus de temps. Et on lui a confié, on lui a demandé de reprendre le projet là où il avait été laissé, reprendre les maquettes et poursuivre les développements. Et on s'est rendu compte finalement qu'on avait fait une erreur à ce moment-là. On s'en est rendu compte un petit peu plus tard, parce que au bout d'un an, du coup, un an de développement, ils nous ont livré de nombreux échanges, de nombreuses réunions encore aussi. Ils nous ont livré une plateforme qui était fonctionnelle, mais comme j'ai dit tout à l'heure, un peu dépassé déjà graphiquement et dans l'expérience utilisateur, dans le fonctionnement. Et là, on s'est dit qu'on aurait peut-être finalement dû profiter de ce changement de prestataire pour repenser avec lui le fonctionnement de cette plateforme. Et c'est ce qu'on n'a pas fait à ce moment-là. Oui, finalement, à ce moment-là, on est peut-être aussi justement pris par des considérations de temps, de planning. On se dit aussi, et c'est quelque part un petit peu le deuxième obstacle, si on prend un peu de recul, c'est finalement le fait de croire en un projet. Eric, vous nous le disiez en préparant ce témoignage, que finalement, vous imaginiez le projet sur 2-3 ans. Et finalement, ce qui semblait être associé à un sprint, comme on a tendance à le dire en innovation, c'est avéré être un vrai parcours et une endurance finalement nécessaire pour les équipes. Comment est-ce qu'on tient ce rythme? Comment est-ce qu'on tient aussi les équipes soudées pour qu'elles continuent de croire dans le projet? Tout l'art, c'est comment on amène une équipe sur un projet. Alors, il y a beaucoup de choses, mais je pense que c'est essentiellement des valeurs, de l'échange. Et en effet, il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui y croit. Et puis derrière, bien sûr, les autres vont y croire aussi. Alors des fois, il peut y avoir des doutes de part et d'autre. On a eu en plus, à un moment donné, le partenaire financier pour le module de paiement, qui nous aussi nous a indiqué à un moment donné qu'il allait arrêter le fameux... la solution marketplace. Et donc ça, c'est pareil, c'était un second coup dur. C'est-à-dire, mince, comment on va faire sur une application si les gens ne pourront pas, entre guillemets, payer. Donc tout ça, c'est des problèmes, oui, à un moment donné, qui peuvent nous faire questionner, nous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et en plus, vous avez le poids financier. L'investissement qui... Alors, des comptes à rendre. Moi, j'ai fait le choix, je ne sais pas si on le verra plus tard, mais à un moment donné, de dire, je fais une structure à part. En effet, et ça, c'était un choix délibéré. C'était pour isoler les coûts. Je trouve ça plus simple à analyser, à voir ce qui était de manière récurrente ou non. Et donc ça, c'était important. Mais bon, forcément, donc il y a le temps, mais il y a aussi les coûts, des fois où il y a une certaine pression. Moi, je m'étais fixé à l'origine 5 ans. Je dis au bout de 5 ans, si ça n'a pas décollé, on arrêtera. Vous voyez, on se rend compte que maintenant, on est à 6 ans par rapport au début, pas par rapport au commencement réel. Bien sûr, 6 ans après l'idée. Voilà. Et donc voilà, l'envie est toujours là, et même de plus en plus, on voit on verra tout à l'heure, on voit que ça décolle, et puis on y croit. C'est juste les habitudes qui doivent changer. Comment on fait évoluer, comment des choses qui n'existent pas ou peu, entre guillemets, vont rentrer dans les mœurs de demain. C'est la grande question. Wolfgang, comment vous réagissez à ce que dit justement Eric sur ce changement de paradigme Absolument. Déjà, on voit qu'il y a plusieurs étapes, deux versions dans le projet, et puis une prochaine en préparation. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que il y a la phase de construction du projet. Là, on voit que la V2 est déployée, elle est en production, et ça amène de nouveaux modes de fonctionnement. Parce que ça demande des engagements nouveaux vis-à-vis des adhérents sur la plateforme en termes de qualité de service,
en termes de temps de réponse. Donc ça, ce sont des choses qui s'organisent dans l'entreprise et qui viennent en plus des autres tâches. Ensuite, il y a de la transversalité, puisque pour faire ça, il faut interconnecter les systèmes et puis il faut surtout interconnecter les équipes. Parce que les engagements que vous prenez, ce sont des engagements d'entreprise et ce ne sont pas des engagements uniquement IT. Donc là, on rentre dans des logiques de collaboratif, d'entreprise agile, donc c'est très très transformant. Ça implique de casser les silos et d'amener de la transversalité. Et donc, je disais tout à l'heure qu'un des principaux freins à la réussite des projets, c'est l'humain. Donc il y a la compétence, mais il y a aussi la gestion du changement. Ça implique effectivement d'accompagner les gens. Je pense que c'est de nouvelles fonctions, de nouvelles missions dans l'entreprise, de nouvelles fiches de poste. Et donc ça s'accompagne, ça se forme et il faut mettre de la sensibilisation et de l'accompagnement auprès de toutes ces équipes. Ouais. Justement, quand on parlait de cette difficulté à garder le cap, Amandine, vous me disiez, à un moment donné, moi j'ai même failli finalement perdre confiance dans le projet, et c'est Eric qui m'a un petit peu reboosté, qui m'a refait croire dans ce projet. Aujourd'hui, 6 ans après la naissance de cette idée, il y a déjà des résultats. Amandine, justement, est-ce que vous êtes fière de ces résultats, et j'imagine que ça aussi, ça vous a redonné un petit peu d'espoir. Est-ce que vous pourriez nous parler des résultats, justement? Alors, on a effectivement lancé la refonte en décembre l'année dernière. Donc, on a tout refondu, le site, le fonctionnement, l'identité visuelle, le parcours utilisateur. On a absolument tout refondu et lancé donc en décembre 2020. Et effectivement, autant je me suis beaucoup impliquée dans cette refonte. Eric l'a dit tout à l'heure, mon rôle a un peu évolué à ce moment-là puisque j'ai pris en main le pilotage de cette refonte. Donc je me suis davantage encore impliquée dans ce projet de refonte-là. Et donc c'est vrai que c'est un peu notre bébé, ce projet-là. Et on voit que gentiment, ça commence à porter ses fruits. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est encourageant. Alors justement, pour qu'on ait bien les idées en tête et que peut-être les personnes qui nous écoutent comprennent bien l'évolution, la V1 finalement, elle sort en quelle année? Rappelez-nous. Début 2019. Début 2019. Et la V2? On l'a laissé décembre 2020, donc presque 2 ans en fait. D'accord. 2 ans de mise en ligne de la V1. D'ailleurs, ça a profité à la V2. Le site internet mis en ligne pendant 2 ans, forcément le référencement naturel fait son travail aussi. Donc ça bénéficie à la V2. C'est ça, ça a permis de capitaliser. Alors je crois qu'en termes de chiffres clés, vous nous disiez que sur la V1, on était environ à 2000 inscrits. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres clés justement sur C'est ça, solution? On a une réelle évolution sur le nombre d'utilisateurs, puisqu'effectivement sur la V2, là, on a 10 mois de lancement, on est à 15 000 utilisateurs. On a aussi retravaillé tout le parcours, vu qu'on a refondu le site, on a retravaillé tout le parcours de conversion. Quand on avait 5-6% de conversion visiteurs-inscriptions, on est aujourd'hui à 20%. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution. Au niveau du nombre de demandes de livraison aussi qui sont publiées, on en avait 40, 50 par mois. Aujourd'hui, on en a en moyenne 300 par mois minimum. Ouais, okay. Et même dans le nombre de réalisations de livraison abouti, on en a eu à peine 10 en 2 ans. Là, on n'est pas loin d'une centaine de livraisons, donc c'est des chiffres qui sont encourageants. On n'est pas encore, on n'a pas explosé, mais en tout cas, c'est encourageant. On se dit, enfin, il y a vraiment un besoin. Ouais, on arrive à y marché répondre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis alors au-delà des chiffres, parce qu'effectivement c'est pas le seul indicateur à analyser, ce que vous nous disiez aussi Eric, c'est que quelque part cette solution Way2Me, ça avait été aussi une façon d'infuser de l'innovation en interne. Comment est-ce que justement vous en avez fait ce laboratoire d'expérimentation? Quels apports est-ce que vous pouvez constater en interne chez Rabouin? Oui, d'abord en interne, comme on faisait déjà on voulait augmenter la visibilité digitale du groupe et des différentes sociétés. Ça a permis, avec une nouvelle équipe, des nouvelles façons de procéder, déjà de comparer, entre guillemets, les façons de faire et les résultats. Et ça permet un peu de booster des agences de communication classiques, entre guillemets, et de comparer, en effet, ces idées. Parfois d'ailleurs, il y a des contradictions, c'est-à-dire que certains étaient persuadés d'une chose, de l'autre, mais ça permet à un moment donné vraiment de faire avancer les lignes sur d'autres. Et donc on se rend compte que des techniques ou le fait d'utiliser une certaine société, précisément par exemple pour des articles, va nous amener du coup à le faire aussi pour les autres sociétés. Donc déjà ça, rien que sur la visibilité. Ensuite, sur
les process sur les façons de faire aussi, c'est pareil, on a une société Disposéo qui fait aussi du transport, mais dédié qui appartient également à Rabouin. pas uniquement pour les particuliers, mais pas en module digital. Ça permet aussi de dire, tiens, il y a certaines choses, une façon de faire que l'on va intégrer, et notamment des techniques de réponse automatique. Hein, mais vous voyez, c'était pas du digital, mais ça permet à un moment donné de le faire améliorer. Et puis surtout, l'ultime, c'était donc la deuxième idée que j'avais à l'époque, c'était de dire demain, on va faire une plateforme d'échange avec différents types de façon à répondre à un besoin de transport de véhicules. Hein, et on se rend compte que ce besoin des particuliers de transport de véhicules, d'ailleurs, il explose littéralement. Hein. C'est quelque chose qui était vraiment assez peu utilisé. Hein. Les gens imaginaient, pour faire transporter la voiture, en général, la transportaient, la mettaient sur le train, et on se rend compte de plus en plus, n'hésite pas maintenant à la faire déplacer. Alors, parce qu'elle est en panne, parce que pour se rendre sur une vacance, parce que c'est une voiture de collection, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais il existe différentes façons de la transporter, et pas seulement sur un camion. Et pour vous, Amandine, en tant que justement responsable marketing, comment vous ne gérez pas que Way2Me, en tout cas, voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous par rapport à votre poste, à vos compétences, qu'est-ce que vous avez appris finalement avec le lancement de Way2Me? Déjà, le développement d'une application en mode agile du début à la fin, je n'y avais pas encore été confrontée, donc c'était une expérience intéressante. Et puis de travailler aussi avec un nouveau prestataire, comme l'a dit Eric, ça permet aussi de découvrir une nouvelle vision, de nouvelles idées, de se confronter à de nouvelles choses. Et forcément, ça nous apporte aussi des idées pour les autres sociétés. On a mis en place, Eric parlait de netlinking tout à l'heure pour Way2Me. On l'a du coup mis en place pour la société Disposéo et également pour la société Rabouin. Enfin, oui, le netlinking qui est le fait de créer du lien finalement. Oui, tout à fait, et de faire des partenariats et de créer du maillage externe aussi pour augmenter finalement la popularité du site Way2Me. C'est ça. Donc moi, en termes d'expérience, ça a été très enrichissant. Et effectivement, on va capitaliser sur cette expérience-là pour la prochaine qui est en cours de réalisation. Ok, super. Merci beaucoup. Alors peut-être pour conclure, Wolfgang, pour nous donner un petit peu ton regard d'expert justement sur cette innovation et cette histoire assez étonnante de ce transporteur de véhicules qui lance cette solution de covoiturage de colis. Oui, il y a plein de belles choses qui ont été partagées. Moi, je retiens différents éléments. Le premier, et le mot a été donné, donc je me l'approprie. Le projet, il est incarné par la direction. Donc ça, c'est un facteur clé de succès qui est très important. D'autant plus qu'on est sur un projet qui, en 2015, faisait écho à un retour sur investissement sans doute pas facile à évaluer. Donc je pense que l'incarnation et la persévérance est un point clé. Donc ça, je pense que c'est une bonne pratique à partager. Le deuxième point, c'est que voilà, c'est un projet qui est très centré client. Donc c'est un projet digital pour les clients. Donc ça aussi, ça me paraît être un point clé. Parce que c'est le sens, c'est le marché qui veut ça, et puis aussi parce que ça donne du sens dans l'entreprise. Je pense que vous l'avez un peu dit pour vos collaborateurs, et que ça diffuse et que ça rayonne. Ça vient alimenter aussi vos réflexions et vos futurs projets. Et le troisième point, là aussi vous venez de le dire, c'est de l'agilité. Donc vous n'avez pas hésité à lancer une première version, cette V1, alors qui était sans doute imparfaite, mais qui était sans doute très enrichissante. Alors vous avez dit que c'était enrichissant pour la montée en compétence des équipes. Je crois que les clients, ils s'enrichissent aussi de leur propre expérience. Le fait de leur mettre un outil dans les mains, ça vous permet aussi de progresser. Donc ça, c'est un élément qui est clé en termes d'agilité. Donc sauter le pas, y aller, proposer une première version, ça a sans doute des aspects positifs. Et puis je terminerai là-dessus. Voilà, on sent bien qu'il y a de l'agilité et du décloisonnement, de la transversalité dans l'entreprise. Donc voilà, ça paraît essentiel pour faire face aux nouveaux défis des attentes des consommateurs et puis aux nouveaux usages attendus aussi par les collaborateurs, puisque les deux vont de pair, bien évidemment. Merci beaucoup, Wolfgang. Je crois qu'en termes d'investissement, on n'a pas dit finalement combien est-ce que vous aviez investi. Est-ce que vous nous diriez un petit peu où vous en êtes justement 6 ans après? Écoutez, on est... En 2019, on était à peu près à 100 000 euros. Actuellement, je pense qu'on est à peu près à 160 000 euros déjà d'investis. Voilà, donc il faut vraiment qu'à un moment donné, il y ait une structure financière qui puisse supporter ça. Alors après, on peut adosser ça, bien sûr, à un système
financier de mère-fille, avec s'il y a des déficits sur une, c'est compensé par le résultat des autres sociétés. Donc c'est fiscalement, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Et pour conclure peut-être, en tant que dirigeant, quel serait le conseil que vous donneriez effectivement à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dirigeantes et qui hésitent encore un peu à passer le cap de cette transformation digitale et à l'innovation? Je crois que le digital ne peut plus être mis en question maintenant. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il y a vraiment une mutation des modes de consommation, à la fois aussi de la façon de chercher et de trouver. Maintenant, on fait quasiment tout avec le smartphone. Nous, on a vu au fur et à mesure qu'on faisait des études de tests d'où venait, on était de 30% en smartphone, 50-60, et on est à 80% d'utilisation du smartphone. Donc, il n'y a plus à se poser de questions, il faut vraiment y aller. Alors après, avec de différentes touches, différentes manières, on n'est pas forcément obligé de lancer une application comme nous on a fait. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas une application, c'est une progressive, voilà, une web app. Mais en tout cas, voilà, toute entreprise, si elle veut exister demain et être visible, c'est le digital. Donc, il faut vraiment y aller. Donc, au final, pour moi, il faut y croire. Il faut déjà vraiment y croire profondément, avoir comme on a dit, amener des équipes, leur faire comprendre, amener à réfléchir, penser consommateur, arrêter d'être centré soit entreprise, le produit, etc. Non, à tout point, non, c'est le service avant tout. Comment on l'amène, et voilà. Donc la persévérance, y croire, et puis une équipe. Super, on va se quitter sur ces mots-là. Merci à vous, en tout cas. Merci. Alors, on va regarder les questions. Donc, on a une personne qui nous demande comment vos salariés ont-ils réagi à ce projet porté par une équipe dédiée? Eh bien, écoutez, c'est important de... Alors déjà, dans notre métier, ce qui était assez simple, c'est que c'était un produit différent. Donc déjà, comme je l'avais dit, il y avait le choix entre le transport de véhicules et une application de transport de colis, chose que l'on ne faisait pas. Donc déjà, ça a aidé, puisque les gens se sont dit, bon, on n'est pas en train de nous prendre notre métier, on ne va pas nous remplacer par des machines. On voit des choses comme ça. Oui, donc ça facilite les choses en interne. Donc déjà, au niveau du produit, non. Ensuite, on a bien expliqué ce que l'on faisait, mais bien sûr, il faut en amont expliquer. Donc, il y a eu... C'est vrai, un petit peu d'interrogation de certains, de se dire un petit peu, c'est un petit peu un hobby, à quoi ça sert. Donc il a fallu de l'explication, et au final, les gens se prennent au jeu, puisqu'ils se rendent compte qu'au final, on augmente en compétences, et ces compétences, on les redistribue ensuite dans leur service. Oui, très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui nous demande, est-ce qu'à votre connaissance, d'autres transporteurs ont engagé une telle démarche ? Je pense que oui, certains autres transporteurs ont commencé à engager des démarches de digitalisation, mais dans leurs produits, dans leur cœur de métier, je pense directement. Mais à ce niveau-là, collaboratif, non. J'ai envie de dire, parce que ça se veut pas être concurrent à mes collègues transporteurs. On ne concurrencera pas à la Poste, même si on se dit quelque part, il peut y avoir un colis, il aurait pu être... Mais non, c'est un mode différent. C'est-à-dire que cette personne-là n'osait pas à la Poste, ne faisait pas, il y avait des contraintes, ou bien c'était trop volumineux. Donc, il faut le voir comme quelque chose de complémentaire. On ne se demande pas aujourd'hui, ça aurait pu se poser à un moment donné, mais si Blablacar va concurrencer le train. Quelque part, le train, il est toujours là. On voit bien qu'ils sont. Oui, le taux d'occupation est toujours là. Des gens prennent l'avion. Et c'est un mode différent. Donc, ça permet à d'autres de se déplacer. Et là, pareil, ça permet à d'autres. On peut très bien imaginer une montre, par exemple, qui va faire Paris-New York. Alors, on parlait tout à l'heure de valeur. Il y a quelqu'un justement qui nous demande est-ce que l'aspect écologique du transport collaboratif a été un facteur clé dans votre décision de lancer ce projet ? Alors oui, tout à fait. Ça a été aussi un aspect important parce qu'il fallait se décorréler du monde du transport et de se dire à un moment donné... Le fait d'utiliser notre déplacement quotidien est nécessité par le travail, par différentes choses, à un moment donné, et de faire que notre déplacement devienne utile. C'est quelque chose de... Voilà, on le vit souvent comme une contrainte. Je dois me déplacer. Alors, parfois, c'est un plaisir parce qu'on prend du plaisir à les déplacer, à regarder, mais souvent, c'est assez... quotidien, et puis on finit par se lasser. Et bien là, à un moment donné, on va réutiliser ce quotidien, ce temps, ce déplacement, cette énergie du bus, cette énergie du train, et dedans, on va aller transporter un colis qui va servir à quelqu'un. Sur l'insatisfaction, la relation client, quelqu'un nous demande comment gérez-vous l'insatisfaction éventuelle des utilisateurs du service ? Y a-t-il des assurances et comment avez-vous géré le côté légal ? Je vais répondre aux deux premières questions.
puisque actuellement je suis encore en tout cas en confrontation avec les utilisateurs. Il n'y a pas d'employés de la société. Et donc l'insatisfaction des utilisateurs, on la traite, on la reçoit en vrai avec plaisir, parce qu'elle nous permet de nous améliorer. Donc moi, ce qui m'intéresse quand quelqu'un est insatisfait, c'est d'aller comprendre pourquoi, où ça bloque et comment on peut, parce qu'on essaye de faire des mises à jour régulières de l'application justement. Donc ces insatisfactions, on en tient compte, puisqu'on a sorti une V2 qui est mieux que la V1, mais il y a toujours des mises à jour, des améliorations à faire. Donc on en tient compte tous les jours. Et des assurances, eh bien, c'est une très bonne question, parce que c'est la question qu'on s'est posée quand on travaillait sur le projet, et on s'est dit, mais s'il n'y a pas d'assurance, mais personne ne va vouloir confier son colis. On était persuadés de ça, mais on a voulu tenter sans assurance, et il s'avère aujourd'hui qu'on ne propose pas d'assurance, et que c'est une question qui ne nous est jamais posée. Okay. Voilà, les gens ont confiance, en fait. Peut-être que c'est un mode de consommation que le collaboratif devient de plus en plus ancré dans le quotidien des gens. Il y a une confiance qui s'installe. Il y a une confiance qui s'installe. Et d'ailleurs, le profil des utilisateurs, la notation, l'évaluation, ça favorise aussi ce climat de confiance. Donc c'est très important sur les plateformes collaboratives d'évaluer le service rendu par la personne, finalement. Ouais. Un point de commentaire sur la satisfaction client. Dans ce type de démarche, il y a 3 temps forts. Il y a le temps de l'acquisition du client, il y a le temps de la fidélisation. Et la fidélisation passe par une qualité de service de bout en bout. Et c'est très important parce que ça conditionne la 3e étape qui va s'appuyer sur la donnée client, qui est la personnalisation et l'amélioration du service. Donc effectivement, je me permets de rebondir là-dessus, puisque c'est vraiment un domaine sur lequel il faut mettre de l'investissement et puis de l'énergie. Encore une fois, on revient au sujet aussi de la compétence. Exactement. Et pour le côté légal, alors c'est le côté légal de quel point de vue finalement Je comprends la question, oui, c'est par rapport au fait des transports de colis. D'ailleurs, au début, on avait voulu s'entourer d'un prestataire pour les transactions financières, et qui a dit non, je ne peux pas, parce que qui me prouve que vous n'allez pas transporter de la drogue, des éléments interdits, etc. Ben, j'ai dit, mais attendez, on s'est expliqué, mais il n'a pas voulu. Dire, tous les jours, peut-être dans les colis de la Poste, dans les colis internationaux, DHL, etc. Je ne vais pas citer tous les partenaires. Il peut y avoir des choses illégales. Malheureusement, voilà, donc il y a une charte, il y a une éthique, des choses qui sont indiquées. Il y a une communauté aussi qui s'autorégule. Il y a des vérifications qui sont faites, bien sûr, on ne l'a pas précisé, d'identité, etc. Oui. Mais à un moment donné, il faut s'en remettre et voilà, y faire confiance. Alors bien sûr, on ne peut pas empêcher à un moment donné quelqu'un de vouloir détourner le système. Chacun va prendre ses responsabilités. Mais on est toujours dans une part infime, bien sûr. Voilà. Voilà, faut pas avoir le mal partout. Il peut exister, il ne faut pas non plus l'ignorer. D'où l'importance de la communauté, de bien expliquer. Et quelque part, c'est elle qui après va s'autoréguler. Et ça répond à la question qui était, à un moment donné, comment on fait ? Il y a des notations. Et à un moment donné, quelqu'un pourra être exclu. Une autre question, quelqu'un qui nous demande, le service propose-t-il une géolocalisation du colis transporté, et y a-t-il des contraintes légales ? Alors non, on ne propose pas de la géolocalisation du colis, parce que si on géolocalise le colis, on géolocalise le livreur, et là pour le coup il y a des traçage des données. Voilà, bien sûr. On ne peut pas. Maintenant, on pourrait effectivement se dire qu'il y a des points d'étape qui permettent de savoir à peu près où le colis est rendu, effectivement. Peut-être pour une V4, qui sait. Très bien. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions. Ah, si, on a une autre question. Quel est le profil de vos utilisateurs et quelles sont les tendances qui se dégagent ? On a un peu 2 profils différents, parce qu'on a vraiment un profil livreur, des gens qui se déplacent régulièrement, qui ont des petits utilitaires, qui bougent un peu partout, même des commerciaux qui prennent le train régulièrement, et qui cherchent une façon de gagner un petit peu d'argent, d'amortir un peu. Complément de revenu. Voilà, un complément de revenu. Et puis, on a le profil expéditeur ou destinataire, puisqu'on peut être les deux, qui est plutôt adepte des plateformes comme Le Bon Coin, qui achète des objets de seconde main, qui veut se les faire livrer, qui cherche une solution, ou même à peu près tout type de personnes, finalement, qui cherchent une solution parce qu'ils n'en trouvent pas, parce que les transporteurs soit n'ont pas de réponse à leurs besoins,
ou soit parce que c'est beaucoup trop cher et pas dans leur budget. Donc, ils font appel à plateformes collaboratives. Ouais, donc il y a une proposition de valeur à la fois économique et environnementale, quelque part. Ça permet aussi de réduire l'impact du transport, quoi. C'est ça. Je crois qu'on a répondu à la plupart des questions. On va peut-être se quitter avec une dernière. Quel est le seuil de rentabilité d'un tel service en termes d'utilisateurs ? Il est difficile à évaluer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un prix plancher au-delà duquel de 7 € au-delà duquel, au niveau de chaque transaction, on devient déficitaire. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il est librement négociable, mais on ne peut pas aller en deçà de 7 € parce qu'à ce moment-là, sur chaque transaction, on va être perdant. Voilà. Et après, bien sûr, au fur et à mesure que les transactions, le nombre augmentera, eh bien, à un moment donné, il y aura un passage au relais. Mais comme chaque année, les dépenses sont et qu'on n'a pas encore, on a un décollage, mais il n'est pas encore suffisant, eh bien, à un moment donné, il arrivera. Aujourd'hui, je peux pas le donner. Ce que je sais, c'est qu'il faut être persévérant et bien sûr, il arrivera. Ça, c'est clair. Très bien. Je vois une dernière question et je me dis que c'est dommage de ne pas y répondre. Comment réagissent vos confrères transporteurs face au lancement de ce service ? Le voient-ils comme une menace, comme une opportunité ? Eh bien, écoutez, comment ils réagissent ? On va dire que, comme je l'ai dit, on apporte quelque chose de complémentaire. On n'est pas en confrontation. Donc, on ne va pas aller leur voler un marché d'un industriel qui va dire que moi, pour tous mes colis avant, j'avais un transporteur partenaire et je vais utiliser vos services. Non, il n'y a pas vocation. Je ne vois pas quelqu'un comme une grande surface et dire à un moment donné, je vais mettre toutes mes annonces dessus et c'est des particuliers qui vont le faire. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas ça. Parce que vraiment, on n'est pas dans une logistique bien rodée, exactement identique. On a bien vu que chaque particulier va dire pour moi, je peux faire ce prix-là. Vous voyez, voilà. Donc, on a même dit qu'à un moment donné, s'il y a des relations régulières, eh bien, à un moment donné, ils sortent même du système quelque part. Donc, voilà, donc oui, en effet, certains pourraient, mais moi, j'ai pas eu, je fais partie, on l'a peut-être pas dit avant, de la Fédération nationale des transports routiers, je suis président régional. J'ai pas eu de confrontation avec des collègues, ni même à Paris. Là, je reviens d'une réunion hier à Paris, nationale. Personne, les gens ne voient pas de mal là-dessus. C'est vraiment, comme je dis, une part complémentaire auquel ils ne répondaient pas, et ça sera sans doute un nouveau besoin auquel ils ne répondront pas de toute façon. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé avec transparence ce super retour d'expérience. Et puis je pense qu'il sera très utile aux gens qui nous écoutent. Merci et à bientôt.